Alors, on passe donc à l'exercice sur les circuits LC couplés par induction mutuelle. Donc, en fait, on a un circuit LC tel que vous avez pu le faire d'accord, en TP. Hein. Bon, on met une bobine, un condensateur. Bon, on met une autre bobine, un autre condensateur. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va aligner en fait, les axes des deux bobines. Hein, voilà, de manière à ce que le champ magnétique de l'une se passe dans l'autre, hein, et que je dirais chaque bobine baigne dans le champ magnétique de l'autre bobine, d'accord, de sorte qu'on va avoir ce coefficient M d'induction mutuelle, donc qui va être non nul, et à ce moment-là, on va avoir des équations un petit peu différentes que simplement le circuit LC, et on va voir justement comment qu'est-ce que ça introduit, hein, quelle perturbation, entre guillemets, ça introduit sur chacun des circuits, puis pris séparément, bon, c'est quelque chose qu'on sait faire, hein. Voilà, alors le schéma donc, est celui que je vous ai représenté. Voilà, alors on se donne donc des orientations de courant, d'accord. Bon, les deux condensateurs ont même valeur et les bobines ont même inductance propre, d'accord. De sorte qu'en fait, c'est là qu'on va voir en fait, les effets, si vous voulez, seront les plus importants puisque on a les deux systèmes en fait, qui sont les mêmes. Hein. On verra pourquoi. Ok, alors ensuite, pour les orientations de la FEM, je répète, c'est la loi de Faraday qui se base sur des orientations de contours, mais ces contours ici sont orientés comme les courants, donc vous orientez les FEM comme les courants. D'accord? Voilà. Puisque là, on n'a pas le U égale LDI sur DT où on peut se mettre en convention à récepteur et on se débrouille et tout va bien. D'accord? Donc là, il faut quand même bien voir que ces E1, E2, vous les mettez dans le sens des courants pour des raisons qu'on a déjà expliquées, je crois, un assez grand nombre de fois. Alors, une fois qu'on a ça, on va écrire, nous, alors je ne sais pas où on peut tout de suite commencer par les lois d'Emaille. Hein, d'accord? Alors, on a des condensateurs. Hein, donc, le courant I1 est ici. Donc, je vais appeler Q1. Pourquoi je l'ai fait en rouge? Je ne vais peut-être pas le faire en rouge, je vais le faire en bleu. Hop, voilà. Alors ici, donc là, c'est la charge Q1. Je la mets du bon côté pour que Q.1 fasse I1. Ici, on va avoir donc Q2. Là, c'est C. Pareil, tel que Q.2 vaut I2. Comme ça m'arrange. Et ensuite, on va mettre les tensions. D'accord? Donc cette tension-là plus celle-là vaut 0. Et comment je vais le mettre? Je vais mettre celle-ci plus celle-là, voilà, vaut 0, mais c'est un peu symétriquement. Hein. Ok, donc voilà, cette tension plus cette tension vaut 0. Et puis ici, j'ai celle-ci plus celle-là qui vaut 0. Donc, alors pour le circuit de gauche, donc ça me donne, alors là aussi, hein, la flèche, hein, elle est du côté de la charge dont on a donné le nom. Hein. Donc à ce moment-là, la tension, hein, sur cette flèche-là, c'est Q1, pardon, c'est donc Q1 sur C, d'accord, moins, donc les deux autres flèches ici sont opposées, donc moins E1 égale 0, d'accord. Pour l'autre circuit, on a un petit peu organisé les choses de la même manière, la tension aux bornes du condensateur, c'est bien Q2 sur C, et la tension aux bornes de la FM induite, c'est à l'opposé de E2. Voilà ce que ça me donne. Alors d'autre part, E1, c'est moins D sur DT de Φ1. D'accord? Donc là, c'est moins D sur DT de L1I1 plus MI2. Bon, on y va direct. Hein. Ok. Et E2, pardon. Et E2, c'est moins D sur DT de Φ2. Donc moins D sur DT de L2I2 plus MI1. Voilà. Donc on va réinjecter ça là-bas dedans. Alors les moins par moins, ça va faire du plus. Hein. Ça va nous faire Q1 sur C plus L D2I1. D2I1 sur DT plus M D2I2 sur DT égale 0. Voilà pour la première, donc celle qui était là en haut. Ok, Q1 sur C moins E1 et Q2 sur C moins E2. Ça va me faire donc Q2 sur C, moins par moins, donc plus L D de I2
sur dt plus m d de I1 sur dt égale 0. Alors, ce qu'on va essayer, c'est de retrouver la structure des équadifs du circuit LC et voir en quoi ces nouvelles équations diffèrent. Donc, alors, on avait bien sûr, comme je l'ai dit, Q.1 égale I1, Q.1 égale I1, Q.2 égale I2. Donc, ça me fait là. Alors, je vais le réécrire enfin. Quand j'ai commencé par L, LD2 du et 1 sur dt, ça fait LQ.1. I1, c'est Q.1, donc dérivé de Q.1, c'est Q.1, plus Q1 sur C. Je vais le garder ici, plus M. Et bien, alors le D de I2, c'est Q.2. Voilà, égale 0. D'accord. Et ici, donc le L D2I2, c'est L Q.2, plus Q2 sur C qui est écrit, plus M D2I1, donc Q.1. D'accord. Voilà, donc si je fais M égale 0, je dois retrouver mes équadifs habituels. Alors, on va les remettre encore sous la forme qui va bien. Alors, ça me fait Q.1 plus Q1 sur LC, plus M sur L, c'est bien, c'est sans dimension. Q.2 égale 0. Et puis Q.2 plus Q2 sur LC, donc on voit, d'accord, plus M sur L, Q.1. On va y arriver, là. Voilà. Q.1 égale 0. D'accord. Donc, voilà, les deux premiers termes, c'est Q.1 plus Q1 sur LC. Si je néglige le terme en M sur L, ça fait égal 0. On retrouve une équation différentielle d'un oscillateur harmonique de pulsation oméga égale 1 sur racine de LC, aussi bien pour l'une que pour l'autre. Voilà. Mais ici, donc, je vais avoir ce qu'on va appeler un terme de couplage. Voilà. Puisqu'à ce moment-là, ici, j'ai Q2 qui intervient dans l'équadif, je dirais 1, dans l'équadif qui gère le circuit 1, et j'ai Q1 qui intervient dans l'équadif qui gère entre guillemets le circuit 2, enfin, qui vient de la loi des mailles du circuit 2. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va appeler le terme de couplage. Voilà, d'accord. Alors, voilà, donc ça va perturber un petit peu les choses. Alors, on voit, donc je répète, si vous éloignez les deux circuits M tend vers 0, donc vous retrouvez un circuit LC, donc ça rassure. Si on n'avait pas ça, il y aura un problème. Il faut bien que tous les signes soient justes, etc. Et puis voilà, donc on a maintenant voilà, et puis on a ce terme de couplage. Bon, dimensionnellement, M sur L, je répète, c'est sans dimension. Donc ça veut dire que si on éloigne un petit peu les bobines, le M sur L peut tendre vers 0, et ce terme de couplage peut être perturbatif. Bon, là, on va le traiter de manière exacte, mais bon, souvent les termes de couplage, on peut les traiter de manière un petit peu perturbative. Voilà, alors, comment on traite ce genre d'équation différentielle couplée? Bon, là, est-ce qu'on peut isoler Q1 et puis le mettre dans l'autre? Ça paraît pas très faisable, si peut-être, en passant avec quatrième. Alors, il y a d'autres méthodes qui sont liées à des choses que vous verrez en maths sur les matrices l'an prochain, voilà, et que je vais vous parachuter un petit peu. Donc, l'idée, c'est de trouver des combinaisons linéaires, en fait, de Q1 et de Q2 qui découplent, en fait, ces équadifs. Voilà, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Après, c'est plus des maths, je dirais. Ce qu'il faut déjà, c'est bien pouvoir se concentrer sur la physique et poser des équations justes. Bon, après, voilà, on a des méthodes, mais si les équations sont fausses au départ, ou si on ne sait pas ce qu'on fait quand on les pose, c'est un petit peu embêtant.